Ce budget de l'enseignement scolaire prolonge avec cohérence la refondation de l'école ainsi que les réformes à venir en 2016. Il est encore en hausse, ce qui, dans le contexte actuel, peut être salué, car il s'agit là d'un secteur clé pour l'avenir de notre société. Comme je l'ai dit la semaine dernière, investir pour notre jeunesse, c'est se donner les moyens de construire les contours d'une société plus égalitaire, où chacun dispose des mêmes droits et des mêmes chances de réussite. Or, notre système éducatif est reconnu pour être élitiste et aggraver les inégalités. Et c'est en France que les performances scolaires sont le plus liées aux origines sociales. Nul doute aujourd'hui que la lutte contre les inégalités doit être une priorité et que l'éducation nationale a un rôle majeur à jouer. La plupart des mesures prises depuis le 2012 portent d'ailleurs cette ambition, à commencer évidemment par la loi sur la refondation de l'école qui a redonné la priorité aux primaires et a restauré la formation des enseignants. Je pense aussi à la scolarisation des enfants dès 2 ans, à la volonté de renforcer les dispositifs d'éducation prioritaire, à la réforme des rythmes scolaires qui se veut être un levier de démocratisation d'accès à la culture et au sport, ou encore à la réforme du collège. Mais il faut évidemment aller encore plus loin. L'école doit être en mesure de s'adapter aux besoins de chaque élève en difficulté, que ces dernières soient durables ou non, et quelle que soit leur nature, les enfants en situation de handicap, précoces, 10, les enfants en difficulté familiale ou sociale, les enfants allophones, nouvellement arrivés en France ou issus de familles itinérantes et de voyageurs. La mission d'inclusion confiée à l'école de la République doit désormais s'inscrire dans la réalité et nécessite de ce fait un effort budgétaire plus important. Tout d'abord, en ce qui concerne la formation des enseignants, la hausse des crédits est une bonne chose. Mais elle est sans commune mesure avec celle des années précédentes, alors que c'est par le biais de la formation initiale et continue que les différentes réformes engagées depuis le début de la législature prendront vie. D'où la nécessité d'en faire de véritables priorités budgétaires. Pour permettre de nouvelles coopérations et dépasser les cloisonnements existants, les SP doivent également mieux s'ouvrir à l'ensemble des acteurs œuvrant dans le champ de l'éducation. La question de la place du concours doit être aussi reposée. Dans le format actuel, le M1 s'apparente à une année de bachotage, d'où le besoin de déplacer le concours en fin de L3 afin que les étudiants bénéficient réellement de 2 années de formation. Cette évolution permettrait sans doute de mieux former les futurs enseignants aux enjeux de l'inclusion, qui demeure le parent pauvre de la formation, alors que la démarche d'inclusion nécessiterait justement d'être au centre de leur métier. Ces réflexions doivent être aussi articulées avec la mise en place d'un vrai et large pré-recrutement. Et si je suis très heureuse que l'Académie d'Amiens accueille le nouveau dispositif des apprentis professeurs, il concernera moins d'étudiants que les emplois d'avenir professeurs qui ont disparu à la rentrée. Nous devons dès lors être attentifs à ne pas baisser notre ambition de démocratiser les métiers de l'enseignement. Par ailleurs, il convient de mieux valoriser les innovations pédagogiques et la diffusion des bonnes pratiques. Bien souvent, des petits riens pédagogiques peuvent remettre l'élève dans le train des apprentissages. C'est pourquoi il faut trouver les moyens d'encourager la mise en place de projets pédagogiques innovants dans chaque établissement. Sur la question des effectifs, je salue bien évidemment les créations de postes, le principe du plus de maîtres que de classes, qui est pour moi un premier pas vers la coéducation, ou la plus grande professionnalisation des accompagnants. Mais il faut pérenniser définitivement au moins 75 000 AESH et remettre complètement sur pied les effectifs des RASED. Et enfin, remédier à la pénurie très dommageable des médecins scolaires. Concernant l'internalisation des unités d'enseignement en milieu ordinaire et la transformation des CLIS en ULIS, je réitère ici tout mon soutien à cette dynamique. Plus les cloisonnements s'estomperont, plus l'inclusion s'affirmera comme une norme. Mais le manque de place demeure criant et les réponses budgétaires paraissent encore insuffisantes. Enfin, la démarche d'inclusion doit se retrouver à tous les niveaux, scolaires, périscolaires et extrascolaires. Or, beaucoup reste encore à faire pour affirmer ce continuum. L'accessibilité des élèves en situation de handicap aux activités périscolaires, malgré les efforts, demeure une réelle préoccupation. En outre, la question de l'équité territoriale se pose au regard de la capacité des collectivités à proposer des activités périscolaires gratuites et de qualité pour toutes et tous. D'où mon inquiétude face à la diminution du budget alloué aux actions éducatives complémentaires aux enseignements, contribuant à la mise en place des projets éducatifs de territoire.
Pour conclure, si nous voterons évidemment le budget enseignement scolaire qui va dans le bon sens, je ne doute pas que vous saurez, Madame la Ministre, être attentive à ces différents enjeux, car nous en sommes tous d'accord, rendre l'école inclusive, c'est investir pour l'avenir. Je vous remercie. Merci Madame.